Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Cette semaine, on vous propose un épisode un peu particulier car il s'agit d'un format qu'on n'a pas encore proposé, à savoir une discussion dans laquelle on prend le temps d'aborder tous les points importants du sujet. Et cette discussion portera sur la sélection variétale avec comme cas d'étude le blé. Une discussion dans laquelle je serai accompagné par Charlotte Savoya et Dario Fossati, que vous pourrez rencontrer le 14 juin à la journée technique Grande Culture et Herbage à Grange-Vernay. Alors venez nous rencontrer, venez nombreux, on se fera un plaisir d'échanger avec vous autour de ce sujet, et en plus de ça, vous pourrez venir admirer un essai variétal de blé. Allez, je vous embête pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Pour récolter une culture, il faut la semer. Pour la semer, il faut des semences. Voilà une évidence basique. Cependant, elle sous-entend un processus vu comme essentiel dans la domestication du monde végétal, la sélection. Sélection qui peut être naturelle, massale ou encore variétale. Aujourd'hui, on va parler de blé. Le choix d'une variété que l'on souhaite implanter se fait sur la base de la liste recommandée publiée tous les ans. Comment en arrive-t-on à cette liste d'une vingtaine de variétés de blé ? Voilà la question qui nous intéressera aujourd'hui, avec comme cas d'étude le blé. Et pour en discuter, je serai accompagné par Dario Fossati, sélectionneur de blé d'automne à l'Agroscope depuis 35 ans. Dario, bonjour. Bonjour. Et Charlotte Savoya, conseillère production végétale chez ProConseil. Salut. Bonjour. Alors pour entrer en matière, Dario, une question simple mais délicate me vient à l'esprit. C'est quoi une variété ? Alors une variété, c'est au sein d'une espèce, c'est un ensemble d'individus qui diffère légèrement d'autres ensembles d'individus au sein de cette espèce. Alors cet ensemble d'individus qui forment la variété est homogène et différente des autres variétés, des autres groupes d'individus dans l'espèce. Donc on retrouve là les caractères qui permettent d'inscrire des variétés. Il faut qu'une variété doit être nouvelle, bien sûr, donc distincte. Elle doit être homogène et elle doit être stable. Alors homogène, ça veut dire que les individus sont proches. Alors dans le blé, qui est une espèce autogame, c'est quasiment des clones. Donc ça s'obtient assez facilement. Et la stabilité, c'est-à-dire que dans le temps, on doit conserver cette homogénéité. Oui, c'est-à-dire qu'en reprenant les semences de cette variété qu'on ressème l'année suivante, on va retrouver des plantes qui sont quasiment identiques à celles de la génération précédente. Et du coup, la question suivante qui arrive naturellement, c'est comment on sélectionne une variété ? Surtout pour le blé. Hein. Alors, la sélection, d'abord, j'ai la première étape de la sélection, avant de commencer à croiser ou à isoler au sein d'une population sauvage, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, et il faut bien voir qu'il y a un délai important entre le moment où on décide de croiser, on commence à sélectionner, et le moment où cette variété va être remise dans les mains des agriculteurs. Pour le blé, c'est une échéance de 10 à 15 ans. C'est-à-dire les croisements qu'on décide maintenant en 2022, ce sera des variétés en 2035. Donc on doit se poser maintenant la question, en 2035, quel type de blé, quel type d'agriculture, quel type de climat, quel type d'utilisation seront nécessaires, sont souhaités. Donc cette question, cette réflexion initiale, elle est fondamentale. Cette définition des objectifs, elle est fondamentale aussi pour une autre raison, c'est que pour un sélectionneur, plus vous voulez faire d'objectifs en même temps, moins vous allez progresser. Parce qu'il y a des objectifs de sélection, comme par exemple augmenter le rendement, augmenter le taux de protéines, qui sont contradictoires. Plus vous augmentez le rendement, plus vous avez tendance à diminuer le taux de protéines. Mais vous voulez augmenter un peu les deux, vous devez chercher la voie médiane, donc vous allez progresser un peu moins vite que si vous aviez pour objectif que d'augmenter le rendement ou que d'augmenter la protéine. Donc tous ces objectifs, plus vous en avez, moins vous allez progresser. Donc il faut vraiment se limiter aux objectifs essentiels. Et pour le blé, on a déjà quand même une liste assez importante d'objectifs. On a des objectifs de productivité qui, quelque part, reflètent la bonne adaptation au stress climatique, c'est-à-dire que la variété est adaptée aux conditions climatiques, de lieu, de sol. Et pour ça, notre cible, c'est la Suisse. Programme public suisse, on vise la Suisse, plutôt le plateau céréalier suisse. Ensuite, on a la qualité boulangère. La qualité boulangère est très importante en Suisse parce que notre production, elle est destinée à la Suisse. On a un coût de production très élevé, donc on ne va jamais, ou très marginalement, exporter notre blé à l'étranger pour des questions de coût. Donc si notre qualité ne nous convient pas à la Suisse, on n'arrivera pas à l'exporter. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays qui produisent du blé, avec des besoins qualitatifs très différents si c'est pour la production indigène, l'utilisation indigène ou l'utilisation à l'export. Ensuite, on a surtout un objectif qui est très coûteux en moyens, mais qui est essentiel à nos yeux, c'est la résistance aux maladies. Pour la résistance aux maladies, on s'occupe surtout de maladies fongiques, qui sont les principaux problèmes du blé en Suisse. On a la chance de ne pas avoir de maladies bactériennes. On a très peu d'impact de virose.
on a très peu d'impact insecte sur la production du blé, mais par contre, les maladies fongiques sont très importantes. Enfin, il y a des objectifs qu'on a rajoutés depuis une vingtaine d'années qui sont plutôt des objectifs de valeur nutritionnelle du blé. Améliorer les côtés positifs du blé, les teneurs en fibres, les teneurs en vitamines, les teneurs en antioxydants. Maintenant, une fois qu'on a défini nos objectifs, il faut trouver cette variabilité. Si tout est blanc, vous pouvez croiser, mélanger le blanc, vous n'avez toujours que du blanc. Donc il nous faut une palette de couleurs. Et cette palette de couleurs, on va la chercher dans le matériel génétique existant, de notre propre programme, des programmes des collègues à qui on a des bons rapports, auxquels on s'échange des lignées avant même qu'elles soient inscrites, avec des collègues étrangers où on leur demande les variétés qu'ils viennent d'inscrire. Et parfois, mais c'est plus rare, on va aussi dans les collections de blé chercher des variétés anciennes qui auraient des gènes qu'on aimerait remettre en avant ou qui seraient de nouveau utiles dans la sélection. Ensuite de ça, on commence à faire les croisements et à chercher dans la descendance les meilleurs individus qui auront cumulé tout ce que l'on veut de positif. Moi, j'ai une question pour toi, parce que tu as dit 10 à 15 ans pour créer une variété, et après tu nous parles de résistance aux maladies. Sachant qu'on va prendre l'exemple de la rouille jaune, on a des nouvelles virulences qui arrivent tous les ans en Suisse, et que pour être résistant à la maladie, le blé en face doit avoir le gène de résistance qui correspond. Comment c'est possible? Comment vous faites pour prévoir ces infections et toujours essayer d'avoir une résistance du blé à la maladie? On se souvient par exemple en 2014, la variété Claro, qui était résistante et beaucoup utilisée, elle s'est révélée moins résistante cette année-là face à la rouille jaune. Et comment vous faites pour assurer quand même un niveau de résistance aux maladies élevé? Oui, tu as tout à fait raison. L'évolution ne s'est pas arrêtée quand Darwin l'a décrite. L'évolution, c'est un phénomène constant. Et nous, on fait évoluer le blé, mais les champignons coévoluent et évoluent aussi en permanence. Alors, ça dépend des maladies. Il y a des maladies où on peut arriver à un niveau de résistance moyen, qu'on appelle une résistance horizontale, donc une résistance, une espèce de sommier ou de matelas de résistance qui fait qu'il y a des variations un peu suivant les années, mais que ça reste à un niveau assez stable. Il y a d'autres maladies qui sont, comme tu l'as dit, qui sont basées sur des races. Donc, on a la résistance ou on l'a pas contre telle ou telle race de champignons. Donc là, il y a des astuces qu'on essaye de mettre en place, c'est de cumuler des gènes de résistance qui sont tous encore actifs, encore efficaces, ce qui va demander aux champignons non plus de trouver une défaillance, une faille, mais d'en trouver 3 en même temps, 2 ou 3. Alors, ça fonctionne parfois le champignon gagne la course. Alors, c'est clair qu'il y a une évolution, mais par exemple, l'exemple de Claro, on voit aussi que même si sa résistance absolue a été défaite, c'est-à-dire, c'est pas le blé qui a évolué, mais c'est le champignon qui a trouvé la clé pour rentrer quand même, il rentre, mais il retrouve derrière des résistances plus faibles, qui fait que même si Claro, on voit des symptômes, on ne va pas avoir une feuille complètement détruite. Donc actuellement, les agriculteurs suisses n'ont, à ma connaissance, jamais vu, ou la plupart, disons, n'ont jamais vu une variété très sensible à la rouille jaune. Ces variétés très sensibles, on les trouve à Changin, nous, on les utilise pour infecter nos champs, c'est elles qui propagent le mieux les spores de rouille jaune. Mais pour vous donner un exemple, si un Claro va avoir une note de 4, c'est-à-dire un peu atteint, au même moment, la variété sensible aura quasiment sa dernière feuille complètement couverte de spores, le sol au pied de la plante jaune de spores qu'il a relâchées. Et ces plantes-là sont mortes chaque année de rouille jaune, même des années où la pression de rouille jaune est relativement faible. Donc des variétés très sensibles ne doivent pas être dans les mains des agriculteurs. Et si elles y étaient, c'est qu'on aurait quand même failli un grand nombre de fois. On aurait failli pendant tout le processus de sélection, on aurait failli pendant les essais officiels, on aurait failli lors des tests recommandés, et des essais en bande comme ceux de Prométhée. C'est-à-dire qu'on aurait échappé la maladie, on ne l'aurait jamais vue jusque-là. Alors effectivement, il y a des nouvelles races qui peuvent arriver, qui est une catastrophe. On ne peut pas dire qu'on a eu une catastrophe avec Claro, on a eu une baisse de rendement. Et puis après, c'est vrai que des variétés très sensibles ou sensibles, c'est bien si elles se retirent assez vite du marché, parce qu'après, un champ qui est très contaminé, c'est aussi un champ où le champignon a la chance de pouvoir se recombiner et préparer ses nouvelles combinaisons de virulence. C'est vrai aussi que la rouille jaune, c'est une maladie où les pathogènes arrivent de très loin. Donc la dernière épidémie, celle qu'on a appelée Warrior, du fait que c'était la variété Warrior qui est résistante, qu'on a vu tout d'un coup sensible, c'est des virulences qui sont arrivées très très probablement de l'Himalaya.
Et en une année, on a eu cette rouille jaune de l'Angleterre jusqu'en Serbie ou en Hongrie, où d'habitude, ils n'ont jamais de rouille jaune. Pour vous donner aussi une autre illustration de cette évolution du champignon, avant, on disait la rouille jaune, c'est le champignon des périodes fraîches, début de saison, et la rouille brune de fin de cycle. Et maintenant, on a deux types de rouille jaune. Je dirais, nous, dans notre jargon, on va dire les races froides et les races chaudes. Donc, on peut avoir une première vague au printemps qui ne va pas toucher les blés de printemps, parce qu'à ce moment-là, cette rouille-là, ces souches de rouille-là ne sporulent plus tellement. Et par contre, on a des souches de chaudes qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a maintenant, puisqu'il y a des épidémies rouges aussi dans le Maghreb, à peu près sur toute la planète, on a maintenant des spécialisations, si on veut, thermiques de certaines souches de champignons. D'accord. Donc on sait aussi que les variétés suisses sont réputées pour être résistantes aux maladies, et on comprend avec tes explications. Et puis je reviens encore sur une autre des réponses que tu as apportées à la première question. Ça concerne la qualité. Donc nous, si on suit à la liste recommandée, qualité égale protéines, pour simplifier. Mais tu as parlé d'autres critères, peut-être des futurs critères. Tu as parlé d'antioxydants, tu as parlé de valeurs nutritionnelles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Déjà, pour la qualité, en tant que programme public, nous, on n'a pas réussi notre mission si les agriculteurs achètent nos variétés. On a réussi notre mission si les agriculteurs ont produit une variété qui va satisfaire le boulanger, le meunier, le consommateur, qui est aussi le citoyen, donc celui qui nous paye. Donc, c'est important pour ça de cumuler les besoins de toute la filière. Et donc, la qualité au niveau de l'achat de la récolte sont assez limitées. Le taux de charge, le poids spécifique, maintenant le taux de protéines sur certaines classes de qualité. Par contre, plus on va dans l'aval, surtout au niveau de la boulangerie et de la meunerie, là, ça devient des critères beaucoup plus précis. Et si on veut, quand on dit qu'une variété est de classe top, elle va répondre à un grand nombre d'utilisations assez pointues. Mais si on peut aller encore plus loin. Si on parle par exemple avec des industriels français qui travaillent sur des clients très exigeants, je ne vais pas les nommer, mais c'est des clients qui ont qui vendent même sur la planète entière. Ils vont faire la différence presque variété par variété. Ils vont nous dire, votre variété Molinera, elle est excellente pour faire des buns. Par contre, votre variété Nara, elle est parfaite pour faire de la brioche. Donc, ils font même la différence à l'intérieur de la même classe de blé amélioré de force. C'est la classe un peu équivalente de la classe top en Suisse. Ils vont même faire la différence sur ça. Donc, nous, ce qu'on essaie avec notre laboratoire d'analyse boulangère qu'on a ici, qui accompagne la sélection, ce qui est assez rare en Europe d'avoir ça chez le sélectionneur, c'est de pouvoir arriver aussi chez ce niveau-là de la filière et leur dire « Attention, cette variété, elle va vous intéresser parce qu'elle va amener de l'extensibilité à la pâte, ou celle-ci va amener un peu plus d'absorption d'eau. » Et ça va donner les outils au meunier pour pouvoir faire la farine souhaitée par l'utilisateur. Et c'est vrai que l'utilisateur industriel est plus exigeant parce qu'il voit sur le volume si ça répond vraiment comme il l'attend ou pas. Donc, pour nous, c'est clair que la protéine, c'est le tout petit bout de la lorgnette pour regarder la qualité. La qualité des protéines sont très importantes. Ça va impacter sur la réaction du gluten lorsqu'on va lui tirer dessus, le faire gonfler, le faire fermenter plus ou moins longtemps, c'est très important. La quantité d'eau absorbée, c'est très important pour le boulanger. Tous ces critères-là, on les connaît, on les décrit. Pour le marché, on est à des systèmes de classes de prix, des classes de qualité qui fait un premier filtre, mais le filtre suivant, c'est au niveau de la meunerie qui va choisir les lots pour arriver à la farine souhaitée par l'industriel. Et tout ce qui est antioxydants et valeurs nutritionnelles, alors est-ce que c'est les futurs critères que toi, tu verrais avec tes 35 ans d'expérience ? Ça, c'est des futurs critères. Je pense qu'on sait que le pain est bon pour la santé, mais il y a certains aspects qui sont particulièrement intéressants. Donc, c'est un grand fournisseur de fibres, et on sait que les fibres ont un impact positif contre le cancer du côlon. C'est un fait bien établi. Plus on va manger de fibres solubles, plus on va avoir un côlon protégé. Donc, il y a plusieurs hypothèses de pourquoi c'est bon pour ça, mais en tout cas, la corrélation est très bonne entre la quantité de fibres absorbées et la diminution de risque du cancer du côlon. On sait que la lutéine, une autre composante qui donne la couleur jaune un peu à la farine. Un antioxydant aussi. C'est un antioxydant, mais qui est très positif pour lutter contre la tache maculaire aveugle, donc pour l'œil, qui vient avec l'âge. Donc là aussi, c'est important. C'est plus difficile à démontrer, donc il n'y a pas on ne peut pas marquer sur un emballage plus de lutéine, donc vous aurez moins de taches maculaires aveugles. Mais dans les c'est quand même assez bien étoffé qu'une bonne absorption de lutéine est importante. Donc si on pouvait augmenter un peu ces teneurs-là, ce serait intéressant. Il y a, sur les vitamines et les antioxydants, on a de la diversité, mais on cherche maintenant vraiment à voir si
si c'est du pipeau ou bien si vraiment c'est un intérêt d'aller plus là-dessus, sachant que certaines vitamines, mais pas toutes, hein, certaines vont être augmentées, mais certaines vont être diminuées par la cuisson. Donc il ne faut pas simplement que la matière première soit bonne, mais que le produit fini et la bioavailability, la biodisponibilité de ces composantes soit effective. Et du coup, je profite, encore une fois, je rebondis, tu nous parles de digestibilité là, du blé. Il y a une tendance qu'on connaît maintenant à opposer variétés modernes, homogènes, comme tu l'as expliqué, avec les variétés anciennes et les variétés population sur la digestibilité. Ces dernières seraient plus digestes, mais aussi sur la diversité. Toi, c'est quoi ton point de vue? C'est quoi tes expériences avec ça? Bon, on pourrait revenir sur les définitions variété pure, variété population. Maintenant, sur la digestibilité, il faut voir qu'il y a la matière première, puis il y a surtout, je pense, une grande part, c'est le process. Donc le transformation. Le processus de transformation. Alors, pour la digestibilité, il y a vraiment quand même des indications assez claires qui montrent que des fermentations acides, donc des fermentations sur le vin, sont plus favorables. Des fermentations longues sont plus favorables. Il y a des effets différenciés. Là, c'est un peu moins clair que une farine issue de meule de pierre, donc où le grain entier est transformé en farine de mouture par cylindre, où là, on enlève le germe. Donc, on fait une farine, même si elle a le taux de farine complète peut être le même, mais les composantes sont un peu différentes. On va avoir un peu une composition de la farine un peu différente. Ça peut jouer un rôle. Ça, c'est important. Ensuite, sur les différences entre variétés anciennes et variétés modernes, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on n'arrive pas à démontrer une meilleure digestibilité des variétés anciennes par rapport aux variétés modernes. Quand on fait des tests scientifiques, donc avec des répétitions, avec une production contrôlée, et pas j'ai pris un lot d'ici, j'ai pris un lot là, ou ma belle-sœur, quand elle mange, elle se sent mieux. Si on va plus loin que ça, on ne voit pas ces effets-là. Donc en gros, pour résumer, je prends du nara, je le mous sur pierre avec une fermentation longue, il sera plus digeste que du nara transformé de façon industrielle, mais c'est aussi vrai pour une variété ancienne, pas de différence. Exactement. En principe. Ouais. C'est en général ce qu'on trouve dans ces études. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites en Allemagne, chez le professeur Longin. Il y a des études en France faites par l'INRA à Clermont-Ferrand. Ils étaient partis de ces hypothèses-là. Ils étaient partis de l'hypothèse que les blés modernes avaient des gluten plus tenaces et donc ça devait être moins digeste. Et quand ils ont fait les études fines, ils n'arrivent pas à avoir de différence entre des variétés anciennes et modernes. Maintenant, c'est quoi les variétés anciennes modernes? Là, il y a des définitions qui changent. Certaines, c'est avant les années 50, avant la Révolution verte. Non, c'est avant, etc. Donc, il y a cette limite ou bien l'introduction de génonanisme. Bon, c'est aussi discutable de dire pourquoi, à partir de quand on considère comme ancien et ce qu'on considère comme moderne. Et justement, on discutait, en préparant ce podcast, on discutait du programme de sélection et tu nous expliquais que finalement, c'était une accélération et une optimisation de la sélection massale, la sélection aussi que faisaient les paysans. Moi, j'aime bien me considérer comme un descendant de ces premiers hommes du néolithique qui avait une capacité d'observation qui devait être phénoménale, parce qu'on sait très bien que le blé tendre n'existe pas comme plante sauvage, et que le blé tendre est une agglomération de 3 espèces sauvages. D'abord, il y a eu 2 graminées sauvages, dont la première a donné ensuite l'engrain, les descendants de cette... On peut donner les noms, juste pour... Alors, au début, on a... après, il y a des disputes de spécialistes de la botanique, mais on va dire... La première espèce est un ancêtre de l'engrain. Et elle a été agglomérée avec une espèce sauvage qui a donné ce qu'on appelle les blés tétraploïdes. Dans les blés tétraploïdes, on va trouver le blé Khorasan, dont le kamut n'est qu'une marque commerciale d'un des blés Khorasan. Ça donnait tous les blés durs, les blés pour les pâtes. Okay. Ensuite, de ces blés tétraploïdes, le dernier événement, il est relativement récent, environ 10 000 ans. Et là, c'est une agglomération avec une Aegilops, plante sauvage, qui a l'air de rien. Et ensemble, quand c'est un croisement qui fait qu'il n'y a pas un véritable croisement, il y a une espèce d'addition. Et c'est pour ça que le génome du blé est un génome très compliqué pour les génomiciens, parce qu'il est énorme. Énorme. Il est beaucoup plus grand que le génome humain. Et une des raisons, c'est qu'il a 3 génomes, en fait. Pour chaque gène, celui qui va décider que la feuille est émise, il y a 3 copies. Une portée par le génome qui est venu de la première espèce, une de la deuxième espèce et une de la troisième espèce. Ce qui a donné aussi une certaine plasticité. Moi, j'aime bien penser
que ces agriculteurs qui avaient des blés tétraploïdes, quelque chose qui ressemble aux amidonniers, l'amidonnier c'est aussi un blé tétraploïde, qui est un ancêtre du blé dur, ont vu tout d'un coup des épis qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Ils ont dit c'est curieux ce truc, ça a l'air quand même des gros épis. Et qu'ils ont, en isolant ces épis, en les ressemant, ils ont créé quelque part, ou ils ont accompagné la naissance du blé tendre. Et quelque part, notre tâche, ça a été celle-là. Quand au début du XXe siècle, la sélection qui se base sur les travaux de Mendel, sur les lois de l'hérédité, commence à imaginer de faire de la sélection. Le premier travail qui a été fait, en Suisse, c'est Gustave Martinet, qui est le pionnier de la sélection. Il commence par aller chez les agriculteurs autour de... Lui, il était à Lausanne. En fait, où se trouve le CHUV maintenant, c'est là qu'il y avait la station de recherche. Pour situer, on est vers quelle année à peu près Là, on est à la fin du 19e, tout début du 20e siècle. D'accord. Donc, 1900, il a commencé par croiser du trèfle. Puis après, il s'est intéressé aussi au blé. Et dans les blés, il a été chez les agriculteurs. Dans chaque village, il y avait un peu l'agriculteur qui avait la meilleure parcelle, qui donnait les meilleurs grains. Et si on ne prenait pas son propre blé pour ressemer l'année suivante, on allait chez ce voisin qui a les meilleures terres à blé. On lui donnait peut-être le cochon, il nous donnait le sac de blé comme semence initiale. Donc c'est avec ces agriculteurs-là qu'il a discuté, il a regardé les populations et ensemble, ils ont cherché les épis les plus jolis. Et donc la première sélection, c'est une sélection massale, c'est une sélection qui va extraire les meilleurs individus d'une population assez diversifiée. Et le première variété qu'il fait comme ça, c'est le Montcalm 22, qui a été fait de son croisement. C'est juste les meilleurs épis d'une population de blé qui s'appelait le blé d'Erlach, donc du village d'Erlach. Et cette variété-là est tellement bien beaucoup d'agriculteurs vont l'adopter au détriment de leur variété du village. Ensuite, la deuxième phase, c'est les croisements. C'est-à-dire le blé s'autoféconde, c'est-à-dire dans chaque fleur, on a les anthères qui vont féconder l'ovaire de la fleur. Et donc, c'est de l'autofécondation, ce qu'on appelle l'autofécondation. Mais ce n'est pas strict. Donc, il y a un petit pourcentage de grains qui sont issus du pollen issu d'une autre fleur. Quand c'est sur le même épi, ça ne change rien. Quand ça vient d'un autre épi de la même population, ça ne change pas grand-chose. Si ça vient d'une autre variété plus différente, ça va y avoir plus de brassage de gènes à ce moment-là. Et que fait le sélectionneur moderne? Donc, les premiers croisements en Suisse, c'est 1904. Ben, il fait ça, mais sur 2 épis. Sur 2 épis, il va être sûr qu'il n'y a pas d'autofécondation en enlevant la partie mâle, en enlevant les anthères. Et il va chercher le pollen d'une autre variété qu'il pense complémentaire, qui a d'autres avantages que celle-ci, et la mettre à la pincette dans chaque fleur. Et ces grains-là, l'année suivante, F1, ça veut dire première année après la fécondation, première génération après fécondation, on a quelque chose de magnifique, très uniforme. Les F1, c'est toujours comme ça. C'est plus fertile, c'est très vigoureux, c'est très uniforme. Et si on ne connaissait pas les lois de Mendel, on dirait, voilà, super, on s'arrête là. Oui. On ne va pas s'arrêter là. Donc là, il y a les autofécondations qui commencent, et on commence à voir la ségrégation. Et le travail de sélection, ce sera de choisir, dans toute cette descendance, les plus beaux enfants, ou le plus bel enfant du mariage. Quand on a des F1, on ne peut pas les ressemer, en fait, finalement. On peut les ressemer, mais on ne va pas retrouver la même image. En langage de geek, c'est pas what you see is what you get. Et si vous voulez, le travail de sélection a été, la plupart du temps, c'est une sélection visuelle. C'est-à-dire, on observe au champ, on regarde les épiaisons, on regarde les résistances, et on choisit. Depuis quelques années, on a des outils supplémentaires qui nous permettent de savoir ce qu'il y a dans le génome sans forcément le voir au champ. Une résistance, par exemple, donner un exemple plus facile à comprendre, les résistances aux maladies, on revient sur les résistances, par exemple, à rouille brune. Si vous avez une résistance qui fonctionne, vous ne pouvez pas savoir si cette résistance est basée sur ce gène-là ou s'il y a d'autres gènes de résistance derrière. Si vous ne faites pas d'analyse génétique. Si vous faites une analyse génétique, vous voyez, oui, elle a cette résistance qui fonctionne, mais elle a encore 3 autres derrière qui tiennent, super. On va garder plutôt cette plante-là que celle qui a que la résistance qui fonctionne. Mais visuellement, elles sont résistantes ou elles ne le sont pas. Donc ça, c'est des outils. Et donc la sélection assistée par marqueurs, ça a déjà été un énorme progrès pour la sélection, pour suivre le matériel. Et je dirais maintenant, le nouvel outil qu'on utilise depuis, nous personnellement, c'est depuis 2018 qu'on le fait, c'est une approche de la sélection qui s'inspire de ce qui a été le succès dans l'élevage bovin, c'est la sélection génomique. Où là, on n'utilise pas des marqueurs spécifiques à des gènes particuliers, mais on a des marqueurs sur l'entier du génome. Et pour chacun des marqueurs, on évalue si elles apportent un plus ou un moins au trait qu'on veut mesurer. Et on fait ça sur quelques centaines d'individus.
dont on connaît très bien le phénotype, dont l'expression de ce trait. Et avec ça, on peut calculer un modèle statistique qui ensuite, sur les nouvelles lignées qu'on veut connaître, on ne fait que le marquage moléculaire. Et le modèle nous dit, avec ce marquage-là, il faut s'attendre à ce que le rendement soit plutôt bon. Par contre, le poids spécifique sera peut-être très médiocre. Et puis, ce qui est satisfaisant, c'est quand on regarde la corrélation entre ce qui nous a prédit et ce qu'on observe réellement, c'est suffisamment bon pour qu'on puisse l'utiliser pour choisir avant même d'avoir, par exemple, sur quelques grains, il va me dire le volume du pain attendu avec cette variété-là, avec cette lignée-là, ça devrait être ça, alors que j'ai absolument pas assez de grains pour faire un pain. Donc c'est très confortable pour accélérer, mieux choisir d'utiliser la sélection génomique. Ça reste encore, pour l'instant, encore un peu coûteux, mais c'est un outil supplémentaire qu'on utilise. Oui, donc finalement, on a réussi à dépasser l'aspect visuel pour aller beaucoup plus loin et réussir à faire un peu des prédictions. Globalement, tu parlais de patrimoine génétique dans lesquels on pouvait piocher. Est-ce qu'il y a des banques de gènes, entre guillemets, d'anciennes variétés qu'on a? Est-ce qu'il y a des projets qui tournent autour de ça pour développer des variétés un peu locales? Oui, mais comme je disais au départ, le sélectionneur, c'est le premier qui a été intéressé à conserver cette diversité. Il savait très bien qu'il allait peut-être devoir repartir en arrière dans ce qu'il avait, dans l'existant, pour trouver des variabilités. Donc les premières banques de gènes, c'est les sélectionneurs qui les ont créées. Donc Gustave Martinet a collecté, conservé précieusement les variétés locales qu'il avait utilisées en croisement. Après, ça s'est, je dirais, spécialisé, où maintenant il y a des personnes qui sont spécialistes et qui font que la gestion de ce patrimoine génétique, qui doit être multiplié fréquemment pour garder des graines viables. Oui, parce que si une graine n'est jamais mise en germination, en fait, ça ne sert à pas grand-chose. Alors, on doit les mettre, par exemple, le blé conservé juste sec et à température fraîche. On peut conserver la faculté germinative pendant une dizaine d'années. Si on veut la conserver plus longtemps, c'est ce qu'on fait aussi ici à Changin. On a une collection congelée à moins 20 degrés dans des sachets d'aluminium plastifié avec des graines qui ont été séchées assez fortement. On peut garder des graines viables et qui vont germer jusqu'à 50 ans et plus. Ça permet, à la place de devoir multiplier 1/10 de la collection chaque année, théoriquement, on devrait multiplier plus qu'un 50e de la collection chaque année. Sachant que la collection, rien que pour les blés, c'est 6 à 7 000 accessions. La collection totale, toute espèce confondue ici, c'est plus de, je crois que c'est 12 ou 14 000 accessions. On a la plus grande collection d'épeautres du monde ici à Changin. Donc tout ça, ça demande quand même beaucoup de travail à faire par une équipe qui est très dynamique, on va dire comme ça. Donc finalement, ce que tu nous expliques, c'est que cette opposition, en tout cas au niveau de la diversité entre les variétés modernes et les variétés anciennes, elle n'a pas lieu d'être, puisque la diversité des variétés modernes, c'est finalement un outil pour la création de nouvelles variétés. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur... il y avait un sélectionneur anglais qui disait « cross best with best and hope to the best », croiser le meilleur avec le meilleur et espérer encore le mieux. Et ça fonctionne, ça. C'est vrai que c'est toujours vrai. Après, c'est vrai qu'il y a certains traits qui étaient peut-être intéressants autrefois, qui ne l'ont plus été, mais qui le redeviennent, dans lesquels on va les recreuser dans les collections. Et on va le recreuser de façon beaucoup plus efficace qu'avant, justement grâce avec au marquage. Si on a pu trouver génétiquement quel était le trait, on va pouvoir faire des croisements retour, c'est-à-dire un trait croisé avec la variété ancienne, puis recroisé avec la variété moderne plusieurs fois, en ne gardant chaque fois que la partie qui contient le trait intéressant, on va aller beaucoup plus vite. Donc on le fait aussi comme ça, fortement. Et après, ces variétés anciennes peuvent retrouver de l'intérêt. Je pense par exemple à des circuits courts, des paysans boulangers qui apprécient dans ces anciennes variétés des aspects qui ne sont pas, mainstream, qui ne sont pas le fait commun du marché, et qui veulent par exemple un goût particulier ou qui sont attachés à cultiver les anciennes variétés de leur région. Et ça, pour ça, on a fait un travail spécifiquement dédié à ça, où on a pris pour le canton de Vaud, on va commencer par le canton de Vaud, on a pris toutes les variétés locales qu'on avait en collection, on les a remélangées par région d'origine, donc celles qui venaient du bord du Léman, celles qui venaient du Gros de Vaud, celles qui venaient du Nord vaudois, Jura Nord vaudois. On a fait aussi une population, c'est le mélange de toutes ces variétés locales. Et on a fait encore d'autres, une autre population que j'aime bien appeler la dynamique, où on a pris le meilleur de ces variétés locales en se basant sur leur goût, leur teneur en fibres et un peu leur agronomie, qu'on a croisé avec des variétés contemporaines du programme suisse, qui sont quelque part leurs petits-petits-fils, qui ont été quand même matinés de sang exotique. Et on les a croisés pour corriger, je dirais, les grosses faiblesses des variétés locales. C'est leur tendance à l'inverse. Les variétés anciennes étaient beaucoup plus longues, avaient souvent des pailles fines.
C'était récolté à la faucille. On faisait de la paille aussi beaucoup pour les litières de bétail. Et le gros problème, c'était l'averse et le faible rendement. Donc on a ça, cette population-là maintenant, le mélange de ces croisements ont formé une population qui est en plein, justement, cette phase de ségrégation. Elle est actuellement en F3, donc 3 années après les croisements. Donc là, il y a toute une énorme diversité avec des blés qui ressemblent un peu plus aux modernes, d'autres plantes qui vont ressembler un peu plus à leurs parents anciens. Et ce qu'on espère, c'est que cette population répartie chez les agriculteurs qui voudront bien la tester, recréent leur propre variété locale qui sera adaptée peut-être au Val de Rue ou au Chablais, qui sait où elles seront cultivées. On parle de quelle échéance ? En fait, là, on a cette année au champ un essai en conditions bio de toutes ces populations vaudoises. En plus de ça, on a fait une autre population où là, on a été plus large. On a testé le goût. C'est ma collègue Cécile Brabant qui a fait ce travail avec l'appui d'un grand moulin en Suisse, au sein d'un projet PAN. Ils ont testé le goût et les teneurs en fibres d'une gamme beaucoup plus large de variétés locales. Et on a croisé de nouveau spécifiquement avec des variétés qui avaient aussi des teneurs en fibres élevées, un goût intéressant, pour créer une espèce de population. D'ailleurs, on l'a appelée Gusto, parce qu'on pense qu'on va trouver du matériel qui aura bon goût, une bonne teneur en fibres et des bonnes qualités boulangères. Et ça nous intéresse vraiment, on est impatient d'avoir les résultats, de voir vraiment si nos espoirs se confirment en faisant des pains et en les dégustant après. Dario, tu as répondu à beaucoup de nos questions. Tu nous as expliqué comment on fait une variété, les critères, les futurs critères, tes outils pour sélectionner des variétés. Encore une question piège, Dario. Si on arrête la sélection, qu'est-ce qui se passe ? Bon, personne n'est indispensable. Hein. On dit souvent que les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Non, le grand avantage d'avoir une sélection de blé indigène, c'est que c'est une sélection qui se fait ici et maintenant, donc le lieu, et qui est le plus près des besoins du marché local. D'ailleurs, on le voit si on regarde sur notre marché suisse avec près de 50, voire plus de 50% d'une production de la classe top. C'est une classe qui représente un tout petit pourcentage en France. Le marché français vise l'export et ce marché extrême de qualité est limité à certains utilisateurs pour des produits bien particuliers. En Suisse, c'est un peu la plus grande partie de la production. Donc on voit bien qu'il y a des adaptations très régionales. Il n'y a pas de blé, alors je vais peut-être être méchant avec les sélectionneurs de pommiers, mais on n'a pas une golden qui est cultivée sur le monde entier, ou on n'a pas une pomme de terre Russell Burbank McDonald's cherchait d'imposer sur toute la planète. Dans le blé, ça ne marche pas comme ça. On n'a pas les mêmes blés cultivés en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Russie ou en Europe, quoi. C'est des variétés un peu différentes. Parce que les sols sont différents, parce que les objectifs, les utilisations sont un peu différentes, etc. Donc c'est l'avantage d'avoir cette sélection locale et ça permet d'avoir des variétés dont on est sûr qu'elles sont adaptées aux conditions indigènes. Donc une variété que nous on met sur le marché, elle a fait 15 ans de vie en Suisse, de pratique, donc on pense qu'elle va ensuite bien fonctionner. Et puis une autre chose que je vois aussi, c'est qu'un sélectionneur, c'est le premier expert de l'espèce, c'est lui qui est le plus attentif à tous les changements qui pourraient se passer au niveau de l'espèce, mais aussi au niveau de la filière. Si le sélectionneur reste dans son champ, il doit être au champ, mais il ne doit pas être qu'au champ. Il doit savoir, est-ce qu'il y a des nouveaux trends dans la meunerie, dans la boulangerie ou dans les souhaits des consommateurs pour les anticiper. Il doit être à l'affût de tout ce qui se passe du côté pathologique. Est-ce qu'il y a des nouvelles maladies qui émergent ? Quand j'ai commencé ma carrière, pour donner un exemple, la fusariose était une maladie qu'on ne connaissait que dans nos livres. Et quand je l'ai vu au champ la première fois, j'ai dit « Ah, mais c'est pas ce que j'ai vu dans le bouquin. Ça n'existait pas, c'était pas un problème, la fusariose, dans les années 80. » Donc, les maladies, et non seulement les maladies, chacune évolue, mais leur importance évolue aussi. La rouille noire était un problème. Ça n'est plus depuis des décennies, ça pourrait revenir. On a vu des cas récemment un peu en Europe aussi. Donc là, il y a ce suivi-là que le sélectionneur est le premier à voir. Donc finalement, on comprend bien que la sélection variétale a toute sa place et son intérêt. Aujourd'hui, on a des listes recommandées qui sortent tous les ans de blé. C'est quoi ? À quoi ça sert ? Et de cette liste, moi, en tant qu'agriculteur, comment je fais pour choisir ma variété à mon exploitation ?
Alors pour nous, la sélectionneur, donc on travaille étroitement avec Delhaize Semences et Plantes pour le développement ensuite commercial, ce qu'on appelle la sélection conservatrice, donc le maintien des variétés. On doit passer par des essais officiels. Donc là, c'est notre équipe qui fait les essais, et ces essais officiels permettent d'inscrire la variété sur ce qu'on appelle le catalogue national. Donc c'est le premier crible. Il faut qu'elle réussisse à être meilleure que l'existant. Il ne faut pas qu'elle ait défaut de rédhibitoire, donc il y a des notes éliminatoires si elle est trop faible sur certains points. Cette catalogue national pour nous est très important parce qu'on a une reconnaissance bilatérale des catalogues avec l'Union européenne. Donc il faut savoir que tous les blés de l'Union européenne peuvent être cultivés en Suisse, tous les blés du catalogue national suisse peuvent être cultivés dans l'Europe, légalement. Maintenant, c'est pas suffisant parce que c'est le marché, les meuniers, les boulangers, surtout les meuniers, disons, ils veulent savoir ce qu'ils achètent. Donc, ils aiment bien connaître une variété qui déboulerait connue de personne. Elle ne serait pas forcément achetée par les meuniers. Ils veulent savoir ce qu'ils achètent comme qualité. Et donc, c'est développé en Suisse une liste recommandée qui est issue de discussions au sein de l'interprofession dans lequel il y a des meuniers, des boulangers, des producteurs, de la vulgarisation. Je crois que vous êtes aussi dans les comités, qui vont choisir une liste restreinte sur le catalogue national, à partir du catalogue national et de variétés étrangères qui ont aussi été testées en Suisse. Donc ça, c'est la liste recommandée qui est annexe. Bon, actuellement, le programme de sélection a pas mal de succès puisque environ 75% des semences certifiées vendues en Suisse pour le blé, c'est des variétés du programme Agroscope DSP. Et même dans le blé de printemps, on est à 100%. Il y a peu de blé de printemps, mais disons là, on a le marché. J'ai à 7 variétés, sur les 10 premières variétés, 7 variétés sont aussi des variétés d'Agroscope DSP. Maintenant, pour le choix variétal au niveau d'un agriculteur, il faut d'abord bien partir de connaissance de son exploitation. En particulier, quel mode de production il a, quel travail du sol, quel est le niveau de fertilité de ses parcelles, taux d'humus par exemple, quelle rotation il utilise et quel débouché à proximité. Ça veut dire qu'il doit aussi être en discussion avec son centre collecteur, quels sont les souhaits aussi de l'acheteur, globalement d'une année à l'autre. Donc ça permet ensuite de définir quelle pondération on va mettre sur les différents critères qui sont décrits dans la liste recommandée. Après, il faut savoir que cette liste recommandée, c'est déjà un choix qui est déjà bien centré sur les besoins du marché. Donc ça, c'est déjà une certaine garantie. Il y a en plus des labels qui exigent que les variétés soient de cette liste recommandée. Je pense à Suisse Garantie. Va demander que les variétés soient issues de cette liste recommandée. Et puis, non, parce qu'on peut aussi donner comme conseil dans le choix variétal, c'est de ne pas choisir la variété, mais les variétés pour son exploitation. Pour le simple principe de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il n'y aura jamais une variété. La meilleure variété de l'année, on la sait à la fin de l'année. On ne peut pas tout prédire. Et d'ailleurs, tu nous disais avant d'enregistrer, attention à toujours garder en tête que la variété ne doit pas corriger les défauts de pratique. Oui, c'est ça. Une variété ne doit pas être chercher à travers la variété une solution à une mauvaise pratique agricole. Je pense en particulier, si on fait du non-labour et un blé après maïs, on se prépare le problème. Et c'est pas parce qu'on va choisir la variété la plus résistante du moment qu'on va être sûr d'éviter le problème de fusariose, de toxines dans le grain. On a des exemples où on a pris les variétés les meilleures, je pense à Rina ou Montalbano, qui sont excellentes pour la résistance à la fusariose. Mises dans ces conditions-là, elles auront aussi le problème. Oui, puis c'est vrai que là, on enregistre quand même un épisode qui est quand même ciblé sur la variété. C'est vrai que dans un champ, il n'y a pas que ça. Il y a le sol, il y a la plante, il y a le climat. Et finalement, on a vu l'année dernière un été assez humide. Et peu importe la variété, s'il y a un moment, il y a un épisode climatique qui fait que ça joue pas, ça joue pas. Oui, c'est ça. On ne gagne pas toujours avec la même variété toutes les années. Alors, il y a des variétés qui ont des carrières des fois un peu inexplicables pour nous. Quand on a ressorti, on ne pensait pas qu'elle allait faire une grande carrière parce qu'il y avait au même moment des variétés de la même classe qui nous semblaient plus performantes. Puis elle s'est un peu révélée d'ailleurs dans des essais en bande faits après inscription, après liste recommandée. On s'est rendu compte que c'était une variété qui avait un très bon pouvoir de récupération après un hiver difficile.
Et elle a fait souvent dans ses essais en bande des rendements plus intéressants que ce qu'on voyait en petites parcelles. Peut-être par le fait qu'elle est très courte, que dans les petites parcelles, elle était un peu concurrencée par ombrage des parcelles adjacentes. Dans les essais en bande, c'était beaucoup plus atténué et elle performait vraiment très bien. Et c'est là qu'elle a un peu démarré sa carrière. Il y a des fois d'autres variétés sur lesquelles on misait beaucoup. Elles sortent sur le marché, puis là, tout d'un coup, malgré toutes les années précédentes, il y a un défaut qui est mis en évidence. Je pense par exemple à Sureta. Bon, moi, je n'étais pas très fan de cette variété quand elle est sortie parce qu'elle était surtout appréciée pour son taux de protéines. Elle s'est révélée une faiblesse au manque de rayonnement. S'il y avait peu de lumière pendant la formation du pollen, elle avait une mauvaise fécondation et ça s'est révélé en 2013. Qui manque de chance, c'était l'année où il y a eu le moins de lumière pendant la période de fécondation depuis 200 ans. D'après les séries climatiques, c'est la première fois qu'il y avait aussi peu de jours de soleil. Bon, maintenant on travaille sur ce trait. Oui. D'ailleurs, on a une recherche qui est en cours depuis au moins 5 ans pour essayer de trouver les gènes qui ont provoqué cette sensibilité de façon à ne plus mettre sur le marché des variétés qui ont ce genre de faiblesse. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un aléa. Donc pour compléter cet aspect d'une variété dans un environnement, il y a aussi les mélanges qui existent, qui sont là qui sont censés être là en tout cas pour limiter des variabilités et offrir une stabilité. On en est où aujourd'hui sur ces mélanges ? Les mélanges sont à nouveau en regain de popularité. On voit particulièrement en France où la première variété française de l'année dernière, c'est des mélanges. En fait, il y a beaucoup de mélanges qui sont cultivés actuellement en France. Et en Suisse, c'est une longue histoire. Donc, on a eu dans les années 80 beaucoup de travail sur cette thématique des mélanges pour leur aspect maladie. Le mélange freinant les maladies, diminuant le risque d'évolution des maladies. On a vu aussi dans ces essais qu'on observe assez régulièrement une qualité supérieure issue du mélange que la moyenne des variétés pures. Sur le rendement, c'est plutôt l'effet moyen, c'est plutôt d'arriver au rendement moyen des composantes pures. Donc, il y a des effets de synergie, il n'y a pas des effets... Le mélange, ce n'est pas magique. On ne voit pas des boosts de rendement comme on peut le voir sur des hybrides F1. Mais ça a certainement un intérêt pour stabiliser la production. Et on pourrait nous dire que la stabilité de la production, on l'a aussi si on a plusieurs variétés sur le même domaine. Mais ce serait écarter les effets au champ, compétition entre plantes, qui fait que quand une plante est désavantagée par un stress, par exemple le froid. Une variété un peu sensible au froid ou perdrait quelques plantes pendant l'hiver, ces places seraient reprises par l'étal de l'autre composante ou des autres composantes. Parce qu'on a aussi vu que les mélanges sont d'autant plus intéressants qu'il y a de composantes dans le mélange. Donc le mélange binaire à 2 composantes, c'est la version la plus basse pour parler d'un mélange. Mais j'irais 3, 4, 5 composantes, ça serait plus intéressant. Naturellement, là, on arrive sur le problème des mélanges. Actuellement, le frein sur le marché, c'est quand même au niveau de la création du mélange. On a un nombre de mélanges possibles, pas infini, mais un nombre gigantesque, puisque toutes les combinaisons possibles, toutes les proportions de mélanges possibles, ça devient énorme. Donc il faut quand même trouver une voie pour les choisir. Il y a quelques règles importantes à suivre. C'est d'abord la précocité. On ne peut pas avoir à maturité de différence. On ne peut pas attendre qu'une composante du mélange arrive à maturité quand l'autre est déjà prête. On comprend tout de suite germination sur pied, perte de grains, égrainage, etc. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, les différences de taille, elles ont un effet. Donc la plante les variétés les plus longues vont réprimer les plus courtes, diminuer leurs proportions et risquent de retarder. Et ça, on l'a observé en particulier déjà dans des essais en bande ces dernières années chez Prometer. Moi, je me souviens qu'en visitant les essais avec toi, on avait vu, je crois que c'était Nara, qui était un peu cachée et tu avais pu voir qu'elle avait eu une maturité plus tardive que le Nara en pur. Donc ça, c'est aussi un point à faire attention dans ces mélanges. Des différences importantes de hauteur vont impacter sur le rythme de développement des variétés. Et puis, alors il y a un point qui est là discuté avec l'acheteur, c'est la classe de qualité. Si on mélange des variétés de la même classe de qualité, pas de problème. Si on mélange des variétés de classes de qualité différentes, quelle est la qualité finale du mélange qui va être reconnue par l'acheteur ? Donc on a vu des cas, par exemple chez IP Suisse, avec des mélanges qui avaient été faits avec des variétés de qualité différentes, avaient été prises pour la qualité supérieure de la variété la meilleure. Maintenant, il faut négocier ça et être sûr avant la mise en terre que ce sera le cas avec le mélange qu'on veut faire. Mais pour faire ça, on a besoin justement de ces essais vitrines à plus grande échelle. Tout à fait.
Maintenant, je voulais aussi reprendre le côté de l'établissement multiplicateur. C'est clair qu'il a un travail supplémentaire, le travail de mélange, et puis il prend un risque d'avoir un mélange qui devait bien fonctionner. Donc, il a mis en place les multiplications de variétés pures. Il se trouve que peut-être le mélange dans un essai ou dans l'autre n'a pas été si satisfaisant. Il se retrouve avec des variétés pures qui, en tant que telles, ne sont pas très recherchées, qui étaient des bonnes composantes de mélange. Et il se retrouve avec ça sur les bras, avec donc un plus grand risque d'invendu, un peu plus de travail, pour un marché in fine qui n'a pas augmenté de volume. Donc je comprends que du part de la partie des établissements multiplicateurs, il y a une certaine réticence à voir les mélanges se développer trop. Mais ça, c'est plus l'aspect de la filière que l'aspect agronomique. Oui. Ça se négocie et ça évolue. Et donc sur les mélanges, Charlotte, qu'est-ce qu'on a pu observer ? Oui, mais nous aussi, on s'intéresse depuis plusieurs années chez ProConseil à la thématique des mélanges. Ce qu'on a pu voir, c'est plusieurs avantages que Dario a cités. Tout d'abord, des rendements stables. On n'a pas ce fameux effet de surrendement recherché, mais en tout cas des rendements stables qui s'expliquent par une résistance, en tout cas au stress abiotique et une résistance aux maladies. On a aussi une plus grande couverture, ce qui peut avoir son intérêt pour gérer les adventices, mais faire attention, donc du coup, si on veut réaliser un sous-semis, l'intérêt est limité. On a pu voir aussi qu'il y avait un très fort intérêt, c'est pour les variétés qui sont sujettes à l'averse. Une variété plus courte joue un rôle tuteur, assez fiable. Et finalement, donc, ce qu'on a vu en travaillant avec les exploitants, donc, plusieurs ont mis en place ces mélanges directement sur leurs parcelles, des exploitants qui sont intégrés dans le projet Pestired. En tout cas, ils sont très satisfaits de cette méthode, puisque les rendements ne sont pas impactés. Et ce qui se passe, c'est que dès le semis, ils ont fait déjà une première mesure pour limiter les maladies et protéger leur culture. Donc voilà, une mesure qui est bien appréciée des exploitants. En tout cas, on l'a vu en France, ça aussi a été adopté à une vitesse qui m'a vraiment surpris. Il semble aussi que le Danemark soit dans cette direction-là. Donc il y a beaucoup de pays qui sont dans une agriculture qui se veut plus agroécologique, qui veut utiliser tous les moyens qui aident à une production avec moins de pesticides. Ça semble un outil intéressant. Surtout qu'on a une variabilité climatique qui devient de plus en plus marquante. Enfin, moi, j'ai envie de t'interroger là-dessus, puisque tu as quand même 35 ans d'expérience. Oui, c'est ça, c'est qu'on voit qu'il y a un changement climatique qui est très... c'est pas simplement une évolution progressive de températures plus élevées, où on a des saisons qui s'enchaînent et qui sont très différentes les unes aux autres. On voit cette saison comme on l'a, personne n'a vécu, il y a des mois de mai avec des températures, on est presque chaque année dans un record de quelque chose. Ouais. Et pour ça, ce sera pratiquement impossible d'avoir toutes les qualités dans une seule variété. Donc peut-être que le mélange est la voie pour s'assurer non plus le rendement maximum, mais le rendement assuré. Donc par la force des choses, on va plus s'orienter sur une production de type on assure le coût qu'on parie sur la variété la meilleure du moment. Je pense qu'effectivement, les variétés sont peut-être une des solutions, en tout cas une partie des solutions à trouver pour arriver à s'adapter à ces changements. Et il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans les essais en bande, comme tel que les fait ProConseil, c'est de voir à une échelle plus grande qu'à la petite parcelle ou aux essais de rendement, parce que ça met en évidence des choses qu'on ne voit pas forcément en micro-parcelle. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, à ce niveau-là, on peut venir observer ces variétés bientôt. Oui, en tout cas, ProConseil mène des essais, comme chaque année. On teste une vingtaine de variétés en conditions intensives extenso bio. Des variétés de la liste recommandée, d'autres variétés qui ont un bon potentiel. Là, Dario nous guide, en tout cas, pour le choix de ces variétés. Et donc, comme il a dit, on dépasse le cadre de la micro-parcelle et on fait des essais en grande bande. On dépasse aussi les critères de sélection que Dario nous a présentés tout à l'heure, qui sont plus orientés sur le marché, qualité, EPS. On va regarder d'autres critères, comme le rendement économique, le rendement paille, la couverture, la valorisation de l'azote, donc des critères qui vous aideront, vous, à choisir les variétés sur votre exploitation. Ces essais, ils sont en place tous les ans dans différents environnements, dans différents systèmes d'exploitation avec des contextes pédoclimatiques variés. Et on va aussi suivre le rendement de ces variétés tous les ans. Et là, cette année, on peut les voir où et quand ? Alors, on peut les voir le 14 juin à la journée Grande Culture à Grange-Vernay. Ouais. Donc là, on vous invite avec une belle vitrine variétale. Et on peut aussi les voir lors des visites de culture ProConseil organisées sur le canton. Oui, et d'ailleurs, on mettra dans la description des liens vers ces événements. Comme ça, vous pourrez retrouver avec plus de précision tout ça.
Maintenant, j'ai envie de... Parce que le temps avance, ce qui est un pléonasme. La question à 1 million. Là, on voit des grosses perturbations du marché qui sont en train d'arriver. Comment on s'adapte à ça? Est-ce qu'il y a une variété qui peut répondre à ce genre de choses? Alors, j'ai envie de te poser la question à Dario Le Devin. Qu'est-ce qui va arriver? À quoi on peut s'attendre? Oui, alors là, ça devient difficile parce que quand j'ai commencé, j'avais tendance à dire toujours pour la sélection, la plante, on connaît bien. Le climat, le milieu, on connaît bien, ça ne change pas. Et maintenant, c'est vrai que ça change. Mais je disais toujours, la partie la plus compliquée, c'est la partie humaine. Parce que là, les règlements changent, les situations changent. Et ça, c'est compliqué à prédire. Alors là, on voit maintenant que cette année, c'est l'extrême. On rentre vraiment dans une zone d'incertitude forte. La première question qu'on se pose pour la production agricole, ce sera quelle disponibilité et quel sera le prix de l'azote l'année prochaine? Est-ce qu'il y en aura? Et à quel prix? Et ça inquiète vraiment toute la production européenne. On ne sait pas naturellement encore maintenant quel sera le niveau de récolte de cette année. Est-ce qu'on aura de capacité de reconstituer les stocks qui ont été quand même bien diminués à cause de la mauvaise récolte 2021? On voit la fluidité des marchés qui est compromise. On voit des pays qui ferment, qui disent qu'ils ne vont plus exporter. Et même si c'est des acteurs qui ne sont pourtant pas des très gros exportateurs, ça a tout de suite un impact sur le prix. Donc il y a des fondamentaux négatifs. Et quand il y a des fondamentaux négatifs, les spéculateurs sont attirés par ça. Donc il y a aussi un positionnement des acteurs du marché qui vont tenteront de profiter de ces changements. Et puis il y a les réactions des agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils vont semer en fonction des prix? Les prix sont très attractifs, donc il y aura peut-être une relance mondiale avec une très grosse production l'année d'après, mais qui peut être contrecarrée par le fait que l'azote en particulier sera difficile d'accès. Donc beaucoup de points d'interrogation, et traduit au niveau suisse c'est un peu compliqué, parce que même si le prix mondial bat des records, il n'est pas encore au niveau du prix suisse indigène. Donc, il faut bien savoir avoir ça en tête. Mais il n'empêche, qu'est-ce qu'on peut dire pour la production l'année prochaine? Il y a une règle quand même qui est vraie, même en dehors de ça, c'est qu'il faut produire la classe de qualité que l'on peut produire. C'est-à-dire, si on a des conditions où on voit qu'on a de la peine à atteindre le taux de gluten, en fait, le taux de protéines espéré de la classe, il faut produire peut-être une autre classe. Parce que produire avec une variété top, une qualité qui correspond à une petite classe 1, ça rend le marché difficile pour les acheteurs. Ensuite, pour l'aval, le centre collecteur va l'acheter, il ne va pas être content, il va avoir de la peine à le placer. Donc là, c'est important de peut-être ajuster ça. Si on sait qu'on va avoir peu d'azote à disposition l'année prochaine et qu'on a déjà de la peine à atteindre le niveau qualité espéré de la classe qu'on veut produire, peut-être rabattre un peu ça. Peut-être un peu plus de classe 1 que de classe top. Et ça dépend aussi quand même des régions. On a vu qu'il y a quand même la FENACO qui a une vision globale du marché, qui essaye d'influencer le marché en fonction des régions et où on produit plus facilement, je dirais, des taux de protéines élevés, d'aller plus dans la top, dans des régions où il y a moins, d'aller plutôt dans les classes, et aussi où se trouvent les acheteurs en aval, quoi. L'idée de la FENACO aussi, c'est pas de faire traverser dans tous les sens des trains de céréales à travers la Suisse. Donc c'est peut-être justement l'année prochaine où il faudra respecter le plus le conseil que tu as donné de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc d'adapter son choix variétal à plusieurs variétés sur son exploitation, et voire même y intégrer des mélanges ou autres. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Merci, je vous dirai encore bonne récolte et bon semis l'année prochaine. Merci, on va suivre ces conseils. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Merci encore à Dario et Charlotte pour cette discussion. N'hésitez pas à nous faire part de votre retour sur ce type de format, est-ce que ça vous a plu ou non, et à venir nous rencontrer le 14 juin à Grange-Vernay pour la journée technique Grande Culture et Herbage. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que lors de cette journée seront enregistrés 3 épisodes de Pod Conseil en live. Un portera sur les nouvelles mesures en termes de protection des plantes, un deuxième sur l'agriculture biologique de conservation et l'agriculture de conservation, et enfin un troisième sur la betterave plantée, comment ne plus se planter. Alors on vous attend nombreux et je vous dis au 14 juin. Salut!